Bonjour et bienvenue dans notre podcast Voix de la Méditerranée. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de Gênes. On va essayer de comprendre, à partir de nos sources, comment une cité surnommée l'Humilié au XVe siècle a pu devenir le cœur financier de l'Europe au siècle suivant. C'est assez spectaculaire comme retournement, non? Ah oui, tout à fait. C'est une trajectoire vraiment étonnante. Alors, commençons par ce XVe siècle. Les documents décrivent une période plutôt sombre, c'est ça? Instabilité politique, guerre civile? C'est exactement ça. On parle de Gênes l'humilié. Il y a une instabilité politique chronique, des luttes internes féroces, comme la Guerra di Mezzo, et puis des dominations étrangères, françaises, milanaises, ça n'arrête pas. Et en plus, la chute de Constantinople en 1453. Oui, ça c'est un coup très dur. Ça ampute une grande partie de son empire commercial en Orient. Pourtant, les sources soulignent un paradoxe intéressant. L'État génois, la commune, semble faible, endettée. Oui, très faible. Mais à côté de ça, les citoyens, et surtout les grandes familles, les fameuses alberghies, Ah oui, les alberghies? eux, ils sont extrêmement riches, très individualistes, et l'intérêt privé, il passe souvent avant l'intérêt public. On le voit bien avec les Mahones, ces sortes de compagnies privées à qui l'État confie des territoires conquis, comme Chio ou la Corse, juste pour rembourser ses dettes. C'est assez parlant, non? C'est incroyable. Et on m'a dit que ça se voyait même dans l'architecture de la ville. Absolument. Le port est immense, très dynamique, ça oui. Mais la ville elle-même, elle est très verticale, pleine de ruelles très étroites, les vicolis. Et surtout, elle est comme morcelée par les quartiers quasi privés de ces grandes familles, les alberghies. Chacun son coin, en quelque sorte. Peu de grands espaces publics monumentaux, comme dans d'autres villes italiennes à l'époque. D'accord, mais alors, comment Gênes sort de cette crise apparente? Eh bien, cette crise, en fait, elle masque une mutation profonde. Il ne faut pas oublier leur géographie. Gênes est coincée entre la montagne et la mer. Oui, c'est vrai. Donc, ils ont toujours dû être ingénieux, tournés vers la mer. Et cet individualisme, ce sens aigu des affaires, qui posait problème politiquement, ça les pousse aussi à chercher ailleurs, surtout quand l'Est se ferme. Ils se tournent où alors? Vers l'Ouest? Exactement. C'est le grand pivot. Les réseaux commerciaux se redéploient massivement. Espagne, Afrique du Nord, mais aussi Flandre, Angleterre. Ils cherchent à remplacer les produits qu'ils ont perdus, comme le sucre. Du coup, ils investissent dans de nouvelles zones de production, Sicile, Madère, Canaries. Et c'est là qu'intervient la finance. Tout à fait. Le marchand génois, il se transforme progressivement en banquier. Ils deviennent experts dans les techniques financières, le change, l'assurance maritime, les prêts, la circulation rapide de l'argent grâce aux lettres de change. L'information devait être cruciale aussi, j'imagine. Fondamental. Ils ont des réseaux d'agents partout qui leur remontent les infos. Et il y a cette institution unique, la Casa du San Giorgio, qui gère une partie de la dette publique. C'est un symbole fort de cette puissance financière naissante. Et cette double compétence, maritime et financière, ça explique le rôle dans les grandes découvertes. Je pense à Christophe Colomb, bien sûr. Évidemment. Le parcours de Colomb est typiquement génois. Formation de marchands, voyage en Atlantique, il s'appuie sur des réseaux familiaux et commerciaux pour chercher des financements. Mais il n'est pas le seul. Il y a Antonio Danoli, qui découvre le Cap-Vert, et tous les cartographes génois qui étaient très réputés. Et le tournant politique majeur, c'est quand? C'est en 1528. Andrea Doria, une figure absolument centrale, un amiral et homme d'État, orchestre une alliance décisive avec l'empereur Charles Quint. Ah oui, l'alliance avec les Habsbourg. Et ça change tout. Ça change tout. Ça stabilise enfin la République, qui devient une oligarchie plus structurée. Et surtout, Gênes devient le banquier de l'immense empire espagnol. C'est le début de ce qu'on appelle le siècle des Génois. Le siècle des Génois. Leur banque finançait les rois d'Espagne, c'est ça? Exactement. Les capitaux génois financent les guerres de Charles Quint, puis de Philippe II. L'argent qui arrive d'Amérique transite par leurs banques, souvent avant même d'atteindre l'Espagne. On les trouve partout, de Séville à Anvers. Ils forment des communautés très soudées, ils investissent massivement dans le commerce avec les Amériques, y compris, il faut le dire, dans la traite négrière qui commence à se développer. Et toute cette richesse finit par se voir à Gênes même. Oui, enfin, avec un certain retard par rapport à Florence ou Venise, mais de manière spectaculaire. C'est là qu'on voit apparaître ces palais somptueux, le Palazzo del Principe d'Andrea Doria et surtout les palais de la Strada Nuova, aujourd'hui via Garibaldi. Ah oui, la fameuse Strada Nuova. Voilà, c'est Gênes qui affiche enfin sa puissance, sa richesse. Elle entre de plein pied dans la Renaissance architecturale. C'est quand même un retournement incroyable.
Cet individualisme forcené qu'on voyait comme une cause de faiblesse au XVe siècle, devient en quelque sorte le moteur de leur succès au XVIe. C'est une leçon fascinante sur la capacité d'adaptation d'une société, sur la transformation économique, et ça pose une question intéressante sur ce lien complexe entre les intérêts privés et le destin collectif. vraiment passionnant. On voit comment une faiblesse apparente peut, dans un autre contexte, se révéler un atout majeur. Tout à fait. Ça invite à réfléchir, non? Comment les structures d'une époque peuvent préparer, parfois malgré elles, les succès de l'époque suivante. Une belle matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.